Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 mai 2025. À la une ce soir, fumée blanche à Rome, le conclave a parlé. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, 69 ans, devient le nouveau chef de l'Église catholique. Il prend le nom de Léon XIV. Une nouvelle ère s'ouvre pour plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde. Qui est-il? D'où vient-il? Quels défis l'attendent? Nous vous dévoilons le visage du chef de l'Église catholique dans le 19h50. À la une également ce soir, Douala, 2 ans après leur déguerpissement, réaménagement du marché de la gare, des commerçants dénoncent une promesse non tenue. Les boutiques reconstruites restent inaccessibles et la colère monte à Douala 2e. Les commerçants qui ont manifesté leur colère ce jeudi entendent porter l'affaire devant la justice. Les cellules bondées, des prévenus oubliés, la Commission des droits de l'homme du Cameroun et d'autres structures dénoncent la détention provisoire qui devient la norme plutôt que l'exception au Cameroun. Résultat, les prisons étouffent entre lenteur judiciaire, arrestation arbitraire et absence d'alternative. Avocats et défenseurs des droits sonnent l'alarme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, fumée blanche ce 8 mai à 18h08 au Vatican. Après 2 jours cloîtrés dans la chapelle Sixtine, les cardinaux ont tranché. L'Église catholique tient son nouveau pape, Léon XIV, c'est le nom qu'il a choisi. Retour donc sur ce rituel millénaire entre huis clos, vote secret et tensions croissantes. Fatima Ndale et Ludovic Ngomsi nous plongent dans les secrets qui ont conduit à l'élection de ce nouveau pape. Tout commence ce mardi après-midi. À 16h, les 133 cardinaux électeurs entrent dans la chapelle Sixtine. Téléphone confisqué, la porte se referme. 2 scrutins par jour, un le matin, un autre dans l'après-midi. Des bulletins manuscrits, une urne, un dépouillement. À chaque fois, la fumée s'élève, noire. Aucun accord. Hier, mercredi encore, les divisions sont fortes. Conservateurs, réformateurs, modérés, aucun nom ne rassemble les 2 tiers requis. Ce jeudi, à l'issue du 4e tour, le vote bascule. Le nom du futur pape sort de l'ombre. Les bulletins sont brûlés. Cette fois, la fumée est blanche et les cloches de la basilique Saint-Pierre retentissent. Quelques minutes plus tard, la foule acclame le nouveau souverain pontife. Son nom est annoncé depuis le balcon central. Robert Francis Prévost, de nationalité américaine. Son nouveau nom, Léon XIV. Les chrétiens catholiques connaissent enfin le visage du 267e pape. On l'a dit, le nouveau successeur de Pierre est connu. Le cardinal Robert François Prévost a été élu et après 4 tours de vote. L'attente de la fumée blanche qui jaillit de la chapelle Sixtine aura duré 2 jours, on vous l'a également dit. Qui est donc Léon XIV? Monique Naosi-Fosso et Ludovic Ngomsi nous le présentent. Le pape Léon XIV est le 14e souverain pontife à porter ce nom. 267e successeur de Pierre. Âgé de 69 ans, il figurait dans le top 5 des favoris à la fonction papale. Tout premier pape de l'Amérique du Nord. Il est né d'un père français et d'une mère italienne. Ordonné 10 ans plus tôt évêque au Pérou en Amérique latine, le pape François le nomme préfet du dicaster pour les évêques en 2023. Le nouveau pape est membre de l'ordre de Saint-Augustin, grand théologien de l'Afrique du Nord. Il est décrit comme timide, discret et modéré, mais homme d'autorité spirituelle. Celui qui prend la tête d'1,4 milliard de catholiques s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur François. Dans un monde divisé, il prône une église missionnaire qui construit des ponts par des rencontres, des dialogues et de l'amour. Face aux guerres, Léon XIV prône la paix désarmée et désarmante. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Vatican, il a prononcé le Urbi Orbi,
Que la paix soit dans le monde. Et juste après l'annonce de l'élection du nouveau pape, nous nous sommes rendus à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Nous avons rencontré des fidèles qui s'expriment, des fidèles en joie, effectivement. C'est avec Junior Ossin qui allait vivre l'ambiance sur place. Bonsoir Michael Tipkio, ici justement à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. C'est une ambiance plutôt morose à l'extérieur, mais très très animée à l'intérieur de l'église, parce qu'en ce moment se tient donc une messe, la messe du soir, et bien évidemment les chrétiens qui sont en ce moment en prière célèbrent justement le nouveau pape qui vient d'être dévoilé. Mais à l'extérieur, nous avons trouvé quelques fidèles chrétiens qui ont bien voulu partager leur joie avec nos nombreux téléspectateurs. Il s'agit d'Augustin et de Félicité. Eh bien, Augustin, on va commencer par vous. Le nouveau pape, il est connu. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait le bien, ça vient le bien, mais on souhaitait que ça soit le noir, mais c'est Dieu qui a programmé. Bon, on a contact avec les nouveaux papes qu'on a montré à nous. C'est une grâce pour nous les chrétiens. C'est une grâce pour nous. Je suis content ce soir. Merci beaucoup Augustin. Eh bien, on va prendre ma félicité tout à l'heure. On vous prend rapidement, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Oui, c'est bon. Vraiment, je suis très contente parce que c'est beau. Je suis très contente parce que nous avons eu un jeune pape de 69 ans qui va vraiment nous gérer pendant très longtemps. Mais nous ne pouvons jamais oublier toutes les bonnes œuvres de notre pape François. Alors, félicitez vous également, vous êtes très heureuse et vous êtes très contente d'ailleurs. Comment vous vous sentez justement au-delà de cette joie qui vous anime en ce moment? Moi, je suis très émue pour le nouveau pape qui a été élu. Oui. Nous disons toujours merci au Seigneur en ce moment de rosaire, que le Seigneur nous a choisi un nouveau pape qui n'est pas italien mais américain. Il doit nous gérer, il doit prier pour nous, surtout pour le Cameroun, parce que nous sommes vraiment dans des problèmes, dans des sérieux problèmes. Merci beaucoup, merci pour Canada, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Beaucoup d'émotions, merci. Eh bien, Michael Tipkio, ici à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. L'ambiance, elle est plutôt bonne, elle est plutôt animée. À l'intérieur, à l'extérieur, peu à peu, vous verrez l'animation par ici. Je suis Junior Ossin, Gladys Sambo, Marus Kwesou pour Canal 2 International. Merci à vous, Junior. Rendons-nous à présent à Ebolova. Prendre la réaction de Monseigneur Philippe Alain Barga, vice-président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun suite à l'élection d'un nouveau pape au sein de l'Église. Notre correspondant sur place, Ambroise Forêt, est allé à sa rencontre. Nous avons prié, nous avons veillé pour que le Seigneur nous accorde un pape selon son cœur. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous rendons grâce à Dieu d'avoir choisi ce cardinal de 69 ans d'origine américaine et qui désormais est le pape Léon XIV. Comment est-ce que les chrétiens devraient se comporter dès cet instant? Vous savez, avec le départ de le pape François, l'église était comme pas morte, elle était vivante, mais on était dans la tristesse. Est-ce que les chrétiens se comportent comme à la résurrection? Donc l'église est dans cette logique toujours de passion, mort et résurrection du Seigneur. Donc dans chaque douleur, il y a toujours cette issue de sortie que le Seigneur offre et qui est contenue dans le mystère de la résurrection. Et je pense que c'est le Seigneur qui nous donne, le Saint-Père qui nous donne le pape, qui a repris le pape François et qui aujourd'hui nous donne quelqu'un d'autre à la personne du pape Léon XIV pour que nous puissions avancer au large, continuer la marche de l'Église pérégrine et que nous puissions aller à sa rencontre. Merci Monseigneur d'avoir accueilli Canal 2. Et nous recevons donc sur ce plateau le Père Ignace Eugène Pomoy de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Congo. Bonsoir mon Père. Bonsoir Michael. Bienvenue, merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal. 2 questions pour vous. Quel message principal retenez-vous du premier discours du nouveau pape et comment pensez-vous qu'il l'orientera son pontificat? Je pense que comme premier message, le pape vient à point nommé de nous donner justement ce qu'il attend de toute l'humanité entière. Il nous dit, il nous souhaite d'abord la paix.
La paix qui est primordiale à tout être humain, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas nous développer. Comme disait Paul VI, le développement, c'est le nouveau nom de la paix. Et puis non seulement ça, il souhaite beaucoup plus de justice dans le monde, et il a parlé justement de réalité de l'existence des forces du mal, et qu'il faudrait à tout prix combattre. Et moi, je pense que ça donne toute la quintessence de sa vision, justement, pontificale. Oui. Et quel changement ou continuité attendez-vous dans l'Église sous ce nouveau pontificat de Léon XIV, notamment en ce qui concerne les grands défis actuels, crise de vocation, réforme de la curie, rôle des laïcs et bien d'autres? Vous savez, Michael, lorsque un pape succède à un autre, il ne succède pas au pape, mais il succède à Saint-Pierre. Et il est vicaire du Christ. Il a ce charisme, n'est-ce pas, qui lui vient du Christ. Il porte en lui l'Esprit de Dieu pour pouvoir conduire honnêtement cette Église de Jésus, pour que les hommes se sentent dans ce bonheur déjà terrestre en vue du bonheur céleste. Donc c'est une longue préparation, et sa venue réellement met l'Église et même toute l'humanité dans un mouvement où toutes nos situations, nous sommes déjà un peu en sécurité. Nous sommes en sécurité parce que l'Église, qui est experte en humanité, prend soin justement et prend en compte toutes les situations existentielles de l'homme d'aujourd'hui. Et comment percevez-vous l'accueil de ce pape par les fidèles et le clergé? Mais c'est une très grande joie, parce que déjà, vu ses origines, vous voyez, il sort premier pape américain de l'histoire. Un premier pape américain, et puis vous voyez, il est augustinien, et puis en tant qu'augustinien, et c'est un ordre justement qui fonde l'Église dans toute sa spiritualité, parce que Saint Augustin, qui était africain, moi je suis même un peu étonné que beaucoup revendiquent un pape africain, mais le fait que le pape Léon XIV puisse prendre pour guide Saint Augustin, qui est son guide déjà dans sa congrégation, et qui est aussi son maître à penser, qui est le maître à penser de toute l'Église, il voudrait ramener l'Église à ses fondements, pour que nous puissions vivre réellement notre foi sincèrement, dans sa moralité, sa discipline, dès les origines. Parce que le Saint Augustin est dans l'Église comme une grande figure de l'intelligentsia et de la grande pensée. C'est un docteur de l'Église qui a su donner à l'Église justement la quintessence de la connaissance exquise. Une dernière question pour sortir, Père Ignace. Est-ce que vous n'avez pas été un peu déçu qu'on n'ait pas eu un pape africain, et par ricochet, qu'attendez-vous justement que Léon XIV fasse pour l'Afrique? Oui, bon, humainement parlant, je voulais quand même qu'il y ait un Africain qui soit élu pape. Bon, mais ce n'est pas une déception en tant que telle. C'est-à-dire, l'Église est universelle, et nous savons en quoi nous croyons, et nous savons où est-ce que nous allons. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, et que nous sommes dans cette Église qui est catholique, fondée par le Christ lui-même, et nous sommes toujours fraternels, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de regret. Et lorsque lui, il vient pour pouvoir conduire aux destinées de l'Église, il y a quand même une certaine ouverture et une certaine joie de tout le peuple de Dieu, et même du clergé aujourd'hui, d'accueillir un grand pasteur, le représentant du Christ, le vicaire du Christ, le pontife souverain. Et pour l'Afrique? Et pour l'Afrique, je crois que c'est la même joie. Et moi, je pense que les Africains, nous avons du chemin à faire également pour pouvoir grandir dans ce cheminement avec le Christ. Et il y a certaines églises en Afrique qui n'ont pas encore 100 années d'existence. Donc il faudrait que l'église en Afrique est en marche. Et chaque jour, nous avons des nouveaux baptisés, et nous sommes en train de nous agrandir. Et je pense, avec la grâce de Dieu et avec le soutien des responsables, comme le pape, les évêques, ça va prendre encore plus d'envergure pour les années futures. Merci à vous, Père Ignace, pour d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal. Merci. Et avec nous sur place à Melon, en direct de la paroisse Saint-Pierre et Paul, Arnaud de Varoyanda. Arnaud, quelles sont les attentes sur les missions du nouveau pape dans la ville de Melon, dans l'Église catholique à travers le monde? Bonsoir.
Nous sommes ici dans la magnifique paroisse Saint-Pierre et Paul de Melon et nous avons la chance d'avoir avec nous le père Arnaud Landry Silacha, alors que les nouvelles viennent de tomber sur l'identité du nouveau pape qui va présider aux destinées de l'Église catholique à travers le monde. Bonsoir mon père. Bonsoir. L'identité du nouveau pape est connue. Quelles sont les aspirations de l'Église catholique et naturellement du serviteur de Dieu que vous êtes à ce sujet? Déjà, le départ du pape François nous a plongé dans le deuil. Avec cette nouvelle de la fumée blanche d'un nouveau pape qui sera au milieu de nous, nous plonge effectivement dans un élan de joie. Nous sommes dans la joie et nous savons que comme serviteur de Saint-Pierre, il sera dans la continuité de ce que ses prédécesseurs ont eu à faire. Et c'est ce que nous attendons, qu'il puisse effectivement conduire ce peuple de Dieu vers le Christ. Comme vous pouvez le constater, c'est une joie immense de savoir qu'après le pape François, un autre prend désormais les règnes de l'Église catholique romaine à travers le monde entier. Depuis la paroisse Saint-Pierre et Paul de Melon pour Canal 2 International, Arnaud de Variunda, Emmanuel Nongomba et Luciano Dunjaku. Merci à vous, Arnaud. Et depuis le décès du pape François le 21 avril dernier, la question était sur toutes les lèvres: qui sera le 267e pontife? La réponse est connue ce soir, mais au-delà de l'identité de Léon XIV, c'est surtout le profil et la mission du prochain pape qui préoccupe les fidèles. Dans un monde secoué par la guerre en Ukraine, les débats sur l'homosexualité, les catastrophes naturelles, bien d'autres défis, les chrétiens aspirent à une figure de paix. Ils espèrent un leader spirituel rassembleur proche des fidèles à l'image du Christ. Écoutons ce reportage de Lessine Poumecha et Stéphane Binac. À la cathédrale de Douala, les fidèles rencontrés se prononcent clairement. Le successeur de François devra incarner la compassion, l'humilité et la proximité du Christ. Qu'il fasse la volonté de Dieu, celle de l'Église, c'est-à-dire conduire le peuple selon les lois de Dieu et de l'Église. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. L'Église traverse des courants difficiles avec les courants évangélistes qui naissent tous les jours. Alors nous voulons donc quelqu'un qui va rassembler. Parmi les attentes prioritaires, une position claire sur l'homosexualité, un sujet qui divise autant qu'il interpelle l'Église moderne. Il y a eu des tumultudes concernant l'homosexualité. Nous prions que ce pape-ci qui doit arriver soit celui-là qui ne doit pas accepter des choses comme ça. Il faut ce pape, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, qui amène les gens, n'est-ce pas, à rentrer aux sources des histoires d'homosexualité, n'est-ce pas, les dépravations de mœurs. Et même dans les familles où l'enfant n'obéit plus aux parents. Les croyants appellent également à plus de transparence dans la gestion financière des églises. Un chantier sensible, mais incontournable pour renforcer la confiance. On a beaucoup d'histoires où les évêques, les cardinaux sont compromis dans des problèmes financiers, c'est-à-dire que des problèmes de terrain, des problèmes de mauvaise gestion, des choses comme ça. Bon, des choses qu'on n'apprenait pas des hommes religieux. Si le nouveau pape peut restaurer... On l'attend avec impatience parce qu'on sait qu'il va venir répondre à beaucoup de nos interrogations. Que ce soit du côté spirituel, que ce soit même du côté humain. Les guerres par-ci. Après un premier jour de conclave sans fumée blanche, ce jeudi 8 mai, tous les regards restent tournés vers la chapelle Sistine à Rome. L'église entre dans une nouvelle ère et avec elle, l'espoir d'un renouveau spirituel. Et depuis quelques minutes après la publication de son nom, les réactions fusent de partout dans le monde et sur les réseaux sociaux, notamment les grands dirigeants mondiaux qui prennent la parole, soit pour féliciter le nouveau pape, l'américain Robert Francis Prévost. Donald Trump, sur son compte Truth par exemple, exprime sa joie et parle d'un grand honneur pour les États-Unis. Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, son côté plaide pour que
que le nouveau pontife soit porteur de paix et d'espérance. Volodymyr Zelensky, à son tour, espère que Léon XIV soutiendra moralement l'Ukraine. Vladimir Poutine, dans un communiqué, est sûr qu'avec lui, il y aura un dialogue constructif. Son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre ce jeudi 8 mai suscite l'espoir de plusieurs autres personnalités publiques. Le président colombien l'appelle à être le défenseur des migrants humiliés sur le sol des États-Unis. Renchérit également le premier ministre espagnol. Il espère que le nouveau pontife fera des droits humains son champ de bataille. Il faut dire que les réactions continuent de se multiplier sur la toile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, ce jeudi soir, depuis le déguerpissement des commerçants au marché de la gare en 2023 pour besoin de réaménagement du site, la plupart crient aujourd'hui à l'injustice. Déguerpis il y a 2 ans, ces anciens commerçants, à qui promesse a été faite par la mairie de Douala 2e, n'ont jamais pu accéder aux boutiques nouvellement construites, d'où leur colère ce jeudi. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Kwakam et Henri Tina. Un seul mot d'ordre, rendez-nous nos boutiques au marché de la gare à Douala. C'est une 50aine de commerçants aux abois ce jeudi matin. Je revendique ma boutique, rien que ma boutique. Je ne suis pas là pour faire la guerre avec qui que ce soit. C'est comme moi je veux, c'est qu'on remet les boutiques. Qu'on remet la boutique de ma mère. Nous on ne vivait pas mal, on ne manquait pas l'argent et baigner, mais aujourd'hui, on est obligé de quémander. J'ai fait 24 ans dans ce marché. Et cette place, ce n'est pas volé. J'ai tous les droits. Déguerpis pour des besoins de reconstruction du site, sauf que 2 ans après, les boutiques sont opérationnelles mais restent inaccessibles aux anciens commerçants. Le 11 mai 2023, Madame le maire a décidé de nous déguerpir sans avis. Après maintes marches vers la mairie, nous avons eu un accord qu'après la construction, elle devait nous restituer nos boutiques. Mais nous voici à 2 ans aujourd'hui. Nous avons appris que Madame le maire et un certain Bernard ont vendu toutes ces boutiques. Et par conséquent, de nos jours, c'est plutôt les étrangers qui sortent de Aqua, du marché central, de Mbopi, qui viennent occuper nous, qui sommes là depuis 30 ans, 35 ans. Nous ne savons pas notre sort. Depuis ce jour-là, je souffre. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai des dettes jusqu'ici pour que les enfants partent à l'école. Je veux que, monsieur, vous nous aidez pour récupérer ma boutique. Malgré le déploiement des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment, ces commerçants en colère ne renoncent pas. Aujourd'hui, nous ne sommes ni devant ni derrière. On attend toujours qu'elle nous appelle pour nous remettre nos clés. Parce que nous sommes là depuis des années, on payait nos taxes. Nos sites qui se trouvent en bas sont déjà tout vendus. Mais nous sommes en train de réclamer nos boutiques à Madame le maire. Et quand elle nous a tant repoussés, nous sommes passés par la justice. Pointé du doigt, cap à la mairie de Douala 2e. Ici, aucun responsable n'est disponible. Face à ce qu'ils qualifient d'injustice, les anciens commerçants déguerpis espèrent être rétablis devant les tribunaux le 24 mai prochain. Un accident de la circulation fait 2 mois en Kozoa à Yaoundé. Un conducteur de mototaxi transportant 2 passagers a tenté de se faufiler entre les véhicules avant de perdre le contrôle et de se retrouver sous un camion. L'un des passagers a réussi à sauter à temps, mais les 2 autres occupants ont péri sur place. Le drame s'est produit aux environs de 12 heures ce 8 mai. Plus de précisions avec Karel Mezatchatoya. Les larmes d'un père dévasté. Il travaillait au champ loin de la ville lorsqu'il a reçu l'appel qui a bouleversé sa vie. Sa fille venait de mourir dans un accident de la circulation. Elle faisait son ménage. Moi, je suis quitté très tôt pour aller au champ. Maintenant, c'est du champ comme je suis allé scier qu'on m'appelle. Elle me dit que plutôt que ma fille a fait l'accident, mon enfant a fait l'accident grave. J'ai demandé, est-ce que c'est trop grave? Elle a dit, apparemment, elle ne se sent pas. C'est d'où quelqu'un qui est aux alentours de celui que je lui ai appelé, on dit que la fille de père aîné est morte. C'est où je lui demande, c'est qui dit ça à côté, que ma fille est morte? Comment tu ne me dis pas que ma fille est morte? C'est d'où j'ai compris, du champ, me voici. Elle était sur la moto de ce chauffeur, lui aussi mort sur le coup. Alors que le conducteur tentait de se faufiler entre les véhicules, il a perdu le contrôle et s'est retrouvé écrasé sous un camion. Elle est quittée de la maison tout à l'heure. On nous appelle seulement, elle part au travail. Je ne connais pas ce qu'elle veut dire. La route, c'est là. Il y a
un taximan qui a eu à gêner le motoman. Il a cogné le motoman et il est entré en bas du camion. Le camion étant aussi, les roues avant avaient à traverser. C'est comme ça que ça a pris les deux passagers. Ils étaient trois, un a sauté. Mais celui-là à l'hôpital, on est en train de prendre soin de lui. La tragédie s'est produite vers 12h ce 8 mai au lieu-dit Lavry-le-Blanc, au quartier Nkozwa, à Yaoundé. Une tragédie de trop pour les riverains, exaspérés par la répétition de tels drames à cet endroit. Je suis vraiment fatigué. Les gens qui voient les corps de ce je suis tellement fatigué, c'est fatigant. Vraiment, tous les jours, nous vivons les mêmes accidents. Les camions montent sur les motomanes, sur les élèves. C'est comme ça que les élèves même meurent sur la route-ci. On a moins 10 coups d'accident sur la route. Rien que le tronçon de Nkozwa et Ban, on a 5 coups d'accident en une semaine. Et accident mortel, même pas n'importe quel genre d'accident. Pas qu'on gagne quelqu'un la main à l'hôpital, vraiment. La dépouille de la jeune femme a été transportée à son domicile. Celle du conducteur de moto-taxi a été conduite à la morgue, tandis que les véhicules accidentés ont été amenés à l'école de police. Une bande de jeunes criminels présumés constitués en microbes interpellés à Yaoundé. Ces brigands sont accusés d'avoir mortellement agressé Sieur Alain Bertrand Youmsi Fautué alors qu'il regagnait son domicile au quartier Mangué. Les hors-la-loi sont entre les mains de la justice. Ce 8 mai, ils ont reconstitué les faits de leur forfait. Le film de ce qui s'est passé est ici revisité par Karel Meza-Tchatchoya et Serge Alanzib. C'était dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, vers 1h du matin. Alain Bertrand Fautué, de retour d'une veillée, rentrait chez lui à pied au quartier Mangué. À proximité de la station-service située au lieu-dit Raingousso, un premier brigand l'agresse et lui arrache ses biens et numéraires avant de prendre la fuite. Mais le pire est à venir. Son complice, qui suivait de près, lui porte un coup de poignard mortel. C'est comme ça qu'Hassan traverse bien en courant. Cela est plus il avait la fini le fruit. Maintenant qu'il vient qu'il voit, c'est là où le monsieur lui commence à crier, il dit que mes amis l'ont agressé. C'est là où il m'arrête. Quand il m'arrête, je lui dis que ce n'est pas moi voilà, qui sont en train de partir. Il a commencé à crier, les gens ont commencé à sortir. Maintenant, comme il a eu peur, il était en fuite, c'est là où il est poignardé. Il ne savait même pas qu'il avait mon photo. Et tu l'as tué pourquoi? La douleur est encore vive dans le cœur de la maman de la victime. Après plusieurs jours d'enquête, les forces de l'ordre ont réussi à interpeller le criminel présumé. L'exploitation de ce dernier a également permis d'identifier et d'arrêter le receleur du téléphone du défunt. Un coup dur porté à la bande constituant un microbe qui vient d'être démantelé. Des gens d'une extrême violence qui, après lui avoir asséné des coups de gifle, ont arraché son téléphone et ses numéraires. Lorsqu'ils l'ont délesté de ses effets, l'un des malfrats a traîné en arrière par rapport à ses camarades qui avaient déjà pris ses effets et qui étaient en train de s'en aller. Nous avons une victime de 31 ans et un malfrat de 19 ans. Très rapidement, il s'est vidé de son sang et il est mort. Ils sont entre les mains de la justice. La reconstitution des faits s'est déroulée ce 8 mai en présence de Luc Ndindi, procureur de la République, près le tribunal de grande instance du Mfundi. Je le disais en titre, au Cameroun, les prisons débordent en cause, selon de nombreux avocats, le recours systématique à la détention provisoire, souvent prolongée au mépris des délais légaux. À cela s'ajoutent des interpellations arbitraires, la lenteur des procédures et la rigueur des magistrats. Face à cette crise, la profession plaide pour des peines alternatives afin de désengorger les établissements pénitentiaires. Voyons cela dans ce reportage de Titi Freeman et Thierry Nana. La détention provisoire est devenue une pratique quasi systématique au Cameroun. Pour les avocats, elle constitue la principale cause de la surpopulation carcérale dans le pays. La loi dit que la liberté, c'est le principe. Mais aujourd'hui, le principe s'est transformé en exception. C'est comme un bout des causes moindres. Vous apprenez qu'il est mis sous mandat de détention provisoire. Naturellement, ça doit se passer quand il n'y a pas assez de garanties et de représentation. Sinon, lorsque quelqu'un qui est supposé, est censé ou soupçonné avoir commis une infraction à des personnes qui peuvent garantir sa représentation, on devait normalement la laisser libre. Au-delà de cette seule mesure, d'autres facteurs sont pointés du doigt. Les arrestations inopinées, la lenteur des procédures judiciaires et la sévérité de certains magistrats qui contribuent à aggraver la situation.
Quand par exemple la police descend pour faire ce qu'on appelle rafle, ils ramassent tout le monde. Que ce soit la police ou la gendarmerie, je vais dire au cours de leur patrouille mixte, on ramasse tout le monde, même les fous. On les prend et malheureusement, quand on les verse dans nos cellules, le moteur de la présélection, en général, c'est l'argent ou les relations. Et le système est tellement lourd, le nombre de magistrats tellement limité que ceux qui ont ces dossiers-là sont submergés. Il faut qu'on pense aussi à exécuter les décisions de justice. Une personne est libérée. Le juge dit, si elle n'est détenue pour autre cause, que cette personne soit libérée. Mais maintenant, la procédure pour que cette personne soit libérée, c'est encore un autre monde. Pour faire face à cette crise, la profession suggère le système des peines alternatives, notamment pour les délits mineurs. C'est un système qui permet à certaines personnes condamnées de convertir, voir leur peine convertie en un travail d'intérêt général. Ça fait que la personne sort, vit en dehors de la prison, mais fait le travail pour le compte de l'État. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, le taux d'occupation des prisons est passé de 159% en 2019 à plus de 177% en 2024. L'aéroport international de Garoua assurera bien le trafic des pèlerins des régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa au Hajj 2025. L'assurance est du ministre de l'administration territoriale, président de la commission nationale du Hajj. Le membre du gouvernement et son collègue du ministère des Transports étaient à Garoua ce jeudi sous haute instruction du président de la République à l'effet d'évaluer l'état de la piste d'atterrissage et prendre la mesure des travaux urgents à faire en vue d'un trafic sécurisé pour le Hajj. Dans la suite gouvernementale, nos envoyés spéciaux, Daniel Anissé-Mboudier et Constant Kamba. L'aéroport international de Garoua, vieux de 45 ans, a mal à sa piste d'atterrissage. Remontée capillaire, fissure, fracture de dallo, ça roule mal sur le tarmac. L'urgence d'une réhabilitation se fait pressante, surtout à quelques jours du départ des pèlerins musulmans pour le Hajj 2025, dont les premiers vols vers l'Arabie Saoudite sont prévus pour le 22 mai prochain. La piste ne répond pas aux exigences de sécurité pour accueillir des aéronefs gros porteurs, ce qui constitue, vous vous en doutez, un risque significatif pour des opérations aériennes. Si ceci se fait beaucoup plus facilement avec les aéronefs de petite taille, ça n'est pas le cas pour les gros porteurs qui sont ciblés pour cette opération spéciale du Hajj. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et son collègue des transports Jean-Ernest Massénangalé sont sur le terrain ce 8 mai. Objectif, faire un état des lieux pour des travaux de réhabilitation imminents. Le chef de l'État, vu l'urgence et l'importance des enjeux, a ordonné le déblocage d'une dotation financière importante et d'urgence pour la réfection de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Garoua. C'était le 3 mars 2025. À 14 jours du premier vol du Hajj, le gouvernement rassure quant à la livraison du chantier. Aucun supplice ne sera imposé aux plus de 3200 pèlerins des régions septentrionales. Nous avons suivi dans les réseaux sociaux que l'aéroport de Garoua sera fermé pendant 60 jours. Ce qui implique que les 3200 pèlerins qui doivent voyager du septentrion seraient obligés d'aller à Douala ou à Yaoundé pour faire le Hajj. Je voudrais clairement dire que cette information est fausse et dénuée de tout fondement. Les vols du Hajj vont effectivement partir de Garoua selon les dates communiquées aux encadrés du Hajj. Ces actions, rappellent les membres du gouvernement, participent de la politique d'engagement du chef de l'État à offrir aux fidèles musulmans une solidarité forte dans l'accompagnement de leurs devoirs religieux. En retour, ils ont élevé des prières puissantes pour lui, afin que par son doigté, la paix continue de régner au Cameroun. Les états généraux de la gestion des déchets récemment organisés à Yaoundé ont permis de réunir les principaux acteurs du secteur pour discuter des défis et des opportunités liées à la gestion des déchets. Les travaux ont abouti à des recommandations concrètes visant à transformer les déchets en richesse en promouvant notamment la réduction et la réutilisation et le recyclage. L'implication de tous les acteurs concernés, le gouvernement aux entreprises et aux citoyens est essentielle
pour mettre en œuvre ces recommandations et créer un avenir plus durable pour notre environnement. Des travaux présidés par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain que je vous propose d'écouter dans cet extrait. Le gouvernement a changé, quant à lui, a décidé de changer de paradigme pour s'inscrire et inscrire notre pays dans une vision des déchets urbains comme ressources, d'où le thème de ces États généraux, comme opportunité de développement économique, d'attractivité des villes et surtout de création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Nous devons redoubler d'efforts pour avancer ensemble au plus vite dans l'implémentation des réformes nécessaires à l'amélioration de la gestion des déchets urbains. Nous devons nous donner les moyens de contrôler la production de nos déchets, tout part de la production. Nous devons nous donner les moyens de pré-collecter, de collecter, de traiter, de valoriser, afin qu'ils soient pour nous une ressource pour l'embellissement, l'attractivité, le développement économique et social des villes. Plongés dans l'activité de sauveteurs au marché Mokolo à Yaoundé, de nombreux jeunes sauveteurs investissent ce marché au quotidien à partir de 6 heures. Ils procèdent au tri des vêtements chez les grossistes, travaillent en fonction de la taille des clients pour revendre dans d'autres marchés et même dans les buvettes. Immersion dans le quotidien de ces commerçants appelés sauveteurs dans ce reportage signé Jean-Patrick Dion et Michel Foucault. Sur cette table de fortune au marché Mokolo à Yaoundé, Junior, vendeur d'habits et à l'œuvre. On vient le matin, on tire les habits au déballage, puis on s'incre à la machine. On met la médaille, on va aller mettre au corps. Il dépose ses vêtements ici après le déballage du matin, avant de commencer sa journée de travail. Puis chaque jour, sauf le dimanche, il manque à chaque jour aussi. Comme lui, beaucoup d'autres jeunes sauveteurs sont en activité matin, midi et soir. Ils quittent leur domicile au premier champ du coq pour leur lieu de service. Colorant et amidon font l'affaire. Éponge à main, les vêtements triés le matin au déballage prennent une autre forme. Je me lève très tôt à 6 heures. Ils viennent d'abord, ils déballent les habits. Ça dépend, les habits, c'est le prix varie. À partir de 500, 1000 francs, 1500 montants. Je suis au marché Moko depuis 2014. J'ai fait le criage des collants, comme vous voyez là. On prend simplement l'amidon. On colle le pantalon, on le fait sécher. Après avoir séché, après on les étale et on les relève. Ce travail mêle plusieurs secteurs d'activité. Couturiers, brodeurs, grossistes, travaillant tous à la chaîne. Et quand on donne avoir la machine, on tape pour diminuer un peu. Quand c'est gros, on diminue un peu. Pour mettre ça à la forme du client. Si c'est pas diminuer, si c'est les pieds normal. Et pas ça. Mais majorité, on diminue quand même les pieds jusqu'à 18-20. Malgré les difficiles conditions de travail, l'activité semble bien nourrir son homme. C'est cela tous les jours, c'est ça qui nous donne à manger. On s'en sort. Il faut qu'on te paye 100 francs, 1000 francs. Là, tu peux quand même manger le soir. Les vêtements refaits dans ce hangar à Matigny sont revendus le long des rues et même dans les bars par les vendeurs ambulants. Du sport à présent avec la Ligue des Champions édition 2024-2025 qui entre en garde dans quelques semaines et l'engouement autour de la compétition qui reste intacte au Cameroun malgré l'absence des internationaux dans la compétition. La ferveur des supporters pour cette coupe aux grandes oreilles surpasse toutes les passions à chaque rencontre. Mathieu Fangwa, Thierry Nana et Henri Tinda nous font revivre la fièvre des soirées européennes dans les rues de Douala au Cameroun. Declan Rice s'élance. La Ligue des Champions, la compétition qui déchaîne toutes les passions chez les supporters et fans de clubs européens, nous a encore fait vibrer cette semaine. Le nom lui-même en dit tout. La Ligue des Champions, c'est un regroupement des champions de toutes les grandes compétitions. Et elle me passionne parce que non seulement mon équipe, le PSG, fait partie de cette Ligue des Champions et en plus, j'aime le football. Au-delà de la fièvre de la compétition, les fans de club
exulte à chaque but et l'enjeu des paris sportifs explique également l'enthousiasme. C'est une compétition qui est d'abord très importante pour les parieurs, les gens qui jouent au pari foot. Et moi particulièrement aussi, j'aime bien la Ligue des Champions. Je suis d'abord quelqu'un qui aime beaucoup les paris sportifs. Donc du coup, je dois m'intéresser au football pour pouvoir mieux faire mes pronostics. Malgré l'absence des footballeurs camerounais depuis les 8e de finale de la compétition cette année, certains gardent encore en mémoire les exploits de nos légendes. Champion League 2009-2010. Match de retour, Barcelone-Inter. Quand on a retiré au Barcelone, il est parti à Inter. Il voulait la revanche. Au match d'aller, Inter a tapé 3-1. Au match de retour, le Barcelone a gagné 1-0. Ce qui a fait qu'ils sont allés aux prolongations. Ce qui m'a marqué, c'est que Eto'o a laissé son attaque pour aller défendre. Eto'o a renforcé la défense de l'Inter. Et le match est fini, 4-3. Inter a renversé le Grand Barcelone. Avec la montée de la nouvelle génération des footballeurs professionnels camerounais, tels que Carlos Baliba, Arthur Yavon, Darlin Zidane Yongwa ou encore Boubacar Naguida, le rêve de voir le vert rouge jaune en finale de la Ligue des champions européenne prend de l'épaisseur. Je pense que des années à venir, avec ce que je vois, si on aura même des internationaux camerounais qui vont remporter la saison prochaine la Champions League. Pour la finale de l'édition 2025, l'Inter de Milan affronte le Paris Saint-Germain le 31 mai à Munich. Information à retenir ce soir avant de refermer ce journal. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, est le nouveau chef de l'Église catholique qui prend le nom de Léon XIV. Nous en reparlerons longuement dans nos éditions de demain. Eh bien, je vous dis merci d'avoir suivi cette édition spéciale du journal sur Canal D International. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Je vous retrouve donc demain, 19h50. Bonsoir.